le renforcement des relations avec l'État hébreu, la résilience économique en Afrique, l'accès au vaccin contre la Covid-19 pour un plus grand nombre. Également, le jeu va prêter une oreille attentive au plaidoyer du président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi, et la COP26. On va également en parler dans cette émission. Dans question d'actualité de ce soir, Glasgow en Écosse a été la plaque tournante de la lutte contre les changements climatiques, de l'économie liée à l'exploitation forestière à celle qui s'appuie sur la gestion des ressources en eau. La RDC serait-elle finalement cette solution dans la lutte commune contre les dérèglements climatiques? Question d'actualité de ce soir reçoit pour vous Jean-Pierre Kankou, qui est président du mouvement Debout Congolais MDC, un parti politique, membre de l'Union Sacrée, mais aussi allié de l'UDPS, les partis présidentiels. Et c'est avec lui justement que nous allons évoquer entre les lignes toutes ces questions d'actualité liées aux 3 étapes essentielles de la mission d'État à l'extérieur du pays du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, une diplomatie offensive pour la République démocratique du Congo ou encore un débit difficile pour une nation qui se remet peu à peu de ses difficultés, disons-le, chroniques. Bonsoir Jean-Pierre Kankou. Bonsoir, merci. Et bienvenue à Question d'actualité de ce soir. La première des questions, c'est un fait de société, nous les vivons presque au quotidien. Les élèves étaient à la maison pendant plus ou moins 1 mois et demi. Et là, l'intersyndicale, notamment les bons syndicales du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, a décidé de suspendre la grève. Votre lecture à ces sujets? Merci beaucoup de m'avoir encore invité. C'est une question pour laquelle j'avais déjà donné notre avis la dernière fois. Mais cette fois-ci, en tant que parent, et à mon nom propre, et au nom du mouvement Debout Congolais, je voudrais d'abord saluer et remercier les parents, les enseignants des écoles conventionnées et non conventionnées d'avoir eu le courage de répondre à notre appel, de cesser la grève dans l'intérêt de nos enfants, et que la meilleure façon d'aborder ou de faire valoir leurs droits, c'était un dialogue. D'une part, je voudrais saisir aussi l'occasion de remercier le gouvernement, de remercier le Premier ministre, M. Samuel Condé, qui, au lieu de passer par des décisions d'autorité, il a privilégié les dialogues pour avoir la paix sociale dans l'intérêt de nos enfants. Nous leur disons merci, puisqu'ils ont compris vraiment notre cri d'alarme. Jean-Pierre Kankou, vous êtes également de la diaspora, tout en étant un acteur politique de premier plan à travers votre formation politique, le MDC. Vous avez suivi avec nous, ensemble, les différentes étapes de la tournée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. En Israël, le chef de l'État a échangé avec le Premier ministre israélien Neftali Bennett. La RDC va ouvrir dans le tout prochain jour une mission diplomatique économique à Jérusalem. Peut-on dire au stade actuel que la RDC est réellement de retour dans les cercles très élargis des concerts des nations? Oui, permettez-moi de vous brosser un peu rapidement un petit historique sur la diplomatie, de façon générale. Depuis quelques années, notre pays a présenté devant la face du monde, devant la communauté internationale, un pays où c'était la jungle, où il y avait un désordre dans tous les secteurs. En conséquence, nous avons perdu vraiment de vrais investisseurs et ça a eu beaucoup d'impact sur l'économie de notre pays, sur le social de notre pays. Pourquoi? Parce que, ayant perdu toute crédibilité, tout investisseur étranger
sérieux ne pouvaient pas s'aventurer pour venir investir ici. Sauf certains investisseurs mafiosi qu'on a vus, qui sont venus se partager les gâteaux et qui sont devenus plus riches que les pays. Je vous en donne un exemple. Vous prenez la Gécamine, on nous a amené des investisseurs qui sont partagés les carrés miniers. Ces gens sont devenus plus riches, mais la Gécamine, elle, est tombée en faillite et devenue pauvre. Et voilà des investisseurs pendant 18 ans du règne de l'ancien président, ce que nous avons récolté, les pays assombrés dans tous les secteurs confondus. Il va de soi, face à cette problématique, que le président de la République, étant conscient de cette image que nous avons projetée à la communauté internationale, puisse essayer de redorer le blason et présenter l'autre image du vrai Congo, le Congo des gens travailleurs, des gens honnêtes. Redorer les blasons, comme venait de le dire, est-ce que cela nécessite autant de voyages? Quand vous dites autant de voyages, j'ai déjà répondu à cette question. Une certaine opinion pense que c'est un peu trop et c'est un poids qui impacte négativement sur le portefeuille de l'État. Et alors, pour en juger, nous devons faire les bilans. Nous devons faire les bilans, ce que ça a coûté ce voyage et ce que ça a rapporté ce voyage. En gros, ce voyage que le président a fait, nous y avons gagné beaucoup. Que ce soit sur le plan national, que ce soit sur le plan continental, c'est-à-dire l'Afrique. Je vous donne un exemple. Certains des voyages que le président a fait. Le premier voyage, il l'a fait aux Émirats arabes. Puis il les a fait en Égypte. Puis en Israël, en Italie. Et concrètement, en termes d'investissement, est-ce que cela peut être quantifiable? Certainement, c'est quantifiable. Puisque, pourquoi ce ne serait pas quantifiable? Il est vrai que... Donnez-nous quelques exemples. Il est vrai que, quand il est parti aux Émirats arabes, nous avons eu 1 milliard de dollars d'investissement. Et nous avons eu 30 véhicules blindés. Dieu seul sait à quoi vont nous servir ces véhicules blindés. Vous savez qu'à cette époque ici, nous vivons des moments très difficiles à l'est du Congo, où il y a le terrorisme. Nous avons besoin de matériel militaire pour faire face. Donc tout ça, ce sont des retombées de ces voyages. Il n'y a pas que ce voyage-là. Le voyage en Égypte, où le pays hôte a manifesté son intérêt pour investir dans l'immobilier. Il y a eu un accord qui a été signé avec les investisseurs égyptiens pour venir ici et moderniser la ville de Kinshasa. Il y a eu aussi des accords pour former la police nationale congolaise et avoir une unité d'élite. Parlons un peu du récent voyage ou encore de la toute récente tournée du président de la République à l'étape d'Israël. 2 pays qui ont une histoire commune, il y a de cela des années. Et la dernière visite d'État d'un président congolais en terre israélienne remonte à plus de 30 ans. Certainement. Peut-on dire que c'est historique? Les 2 pays ont renoué à travers leurs relations bilatérales. Peut-on dire que la RDC et Israël, désormais, sont ensemble grâce à Félix-Antoine Tshisekedi? Certainement. Et pour quel intérêt? Il y a à peu près 30 ans ou 40 ans où nous n'avions plus de relations diplomatiques, commerciales, culturelles avec l'État hébreu. Même quand M. Kabila a eu le pouvoir, que ce soit Kabila le père ou Kabila le fils, personne n'a daigné jeter un coup d'œil vers l'État hébreu. Quand le président arrive, il trouve que c'est indispensable d'avoir des relations diplomatiques,
commercial avec l'État hébreu. Pourquoi? Comme vous le connaissez, l'État hébreu est un des pays les plus puissants dans la communauté internationale. Que ce soit dans la matière du terrorisme, c'est un pays qui a une certaine expertise. La coopération militaire. Voilà, qui a une certaine expertise, un savoir-faire dans la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que nous avons la MONUSCO à l'est du Congo. On n'arrive pas à résoudre les problèmes de terrorisme à l'est du Congo. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons consulter les gens qui ont une certaine expérience, qui ont un certain savoir-faire dans le domaine. Et voilà que le président de la République, pour pouvoir avoir de l'appui de l'État hébreu, nous avons voulu renouer des relations diplomatiques avec l'État hébreu. Non seulement renouer les relations diplomatiques, mais les relations commerciales dans les domaines divers. Mais quand il est parti, il y a eu des accords qui ont été signés. Nous avons reçu de l'État hébreu un équipement médical, des ambulances. Nous avons reçu de l'État hébreu des armes fabriquées localement en Israël. Dieu sait combien nous en avons besoin. Donc, rétablir les relations diplomatiques avec l'État hébreu était indispensable. N'oubliez pas que l'État hébreu va pouvoir appuyer auprès des instances internationales de pouvoir aider la République démocratique du Congo. Nous avons besoin de cet appui-là de l'État hébreu. Donc nous n'avons pas perdu. Donc le président, ce qu'il a fait, il a fait dans l'intérêt de la nation congolaise. Et c'est la nation congolaise qui en tire bénéfice. L'étape israélienne finie, vient ensuite le G20 en Italie. C'est pratiquement le moment le plus historique de la République démocratique du Congo qui s'émet, disons, les couleurs de notre drapeau flotté aux côtés des 20 pays les plus industrialisés de la planète. Et pas seulement ça, la RDC a porté la voix de l'Afrique aux côtés de ces grands de ces mondes. Une lecture par rapport à ça. Et voilà ce que M. Kabila n'a pas su faire. Faire de notre pays un leadership de notre continent. Le voyage du président Félix Tshisekedi n'a non plus seulement redoré le blason de notre nation, mais il lui a remis à sa place le leadership en Afrique. Mais dans l'opinion, on retient beaucoup plus ce qui est superflu, notamment les différentes photos balancées sur la toile par certaines personnes, ceux-là qui soutiennent le président de la République. Il y avait plus un côté festif que le contenu même de cet important rendez-vous à l'échelle internationale. Côté festif, oui. Le fait d'être aux côtés du président américain Joe Biden. Loin de là. Notre président de la République, il faut dire les choses telles qu'elles sont. À cause des potentialités naturelles que notre pays a maintenant, la communauté internationale d'ailleurs a jugé notre pays solution aux défis qui nous attendent. Nous allons en parler. Voilà. Et quand nous allons aborder le sujet de la COP26 à Glasgow en Écosse. Il était normal que notre président soit courtisé de tous. Bien que ce sont des grandes puissances économiques, industrialisées. Ils ont besoin du Congo. La preuve, aujourd'hui, en dehors de l'Amazonie, pour lutter contre le réchauffement climatique de la Terre, eh bien, nous avons le Congo. Donc, ils sont obligés de passer par le Congo. Pourquoi? Pas que les présidents ne soient pas courtisés par les présidents américains, par les premiers ministres britanniques. Et parmi les questions abordées, il y a également la crise sanitaire actuelle. Oui. L'Afrique, c'est le continent qui a un faible pourcentage en termes de personnes vaccinées contre la Covid-19. Et à ce sujet, le chef de l'État a plaidé pour plus de vaccins en Afrique.
pour plus de doses de vaccins en Afrique. Il a échangé particulièrement avec son homologue américain Joe Biden sur le fait que la firme Moderna pouvait apporter quelque chose à l'Afrique dans cette lutte commune. Nous n'avons pas, en tant que médecin, je pense que le nombre de vaccins apportés... Vous êtes également médecin. Je suis médecin de formation. Il se retrouve dans la politique de plein pied, question des circonstances. La politique, c'est l'affaire de tout le monde. Ou d'opportunités. Même chez vous, à la maison, vous faites la politique pour bien gérer votre cellule familiale. Voilà. Je disais qu'en tant que médecin, il est vrai que, compte tenu de la population qu'a l'Afrique, il serait aberrant qu'on puisse négliger l'Afrique. D'autant plus, l'avenir du monde demain, l'avenir de la communauté internationale dépend de l'Afrique aujourd'hui. Donc, la communauté internationale doit tenir compte de cet aspect des choses. Il est vrai, on nous a envoyé, quand nous sommes 80 millions, on nous envoie 1 million de vaccins. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que 1 million peuvent être sauvés et le reste peuvent mourir. C'est aberrant, autant ne pas envoyer. Je pense que le président de la République, en allant insister sur cet aspect des choses, que les multinationales pharmaceutiques peuvent fabriquer plus de vaccins pour que nous ayons aussi accès à ces vaccins. Pourquoi ne pas faire comme le Rwanda, solliciter un transfert de technologies, notamment que ces vaccins soient fabriqués ici chez nous en Afrique et si possible chez nous en République démocratique du Congo, au lieu de réclamer plus de doses? Que les vaccins soient fabriqués ailleurs et amenés ici, ou qu'ils viennent avec délocalisent leurs industries pour les mettre ici et fabriquer, ça revient au même. Donc, nous disons, peut-être pour le moment, nous n'avons pas encore des structures pour commencer à fabriquer, et ça prendra peut-être beaucoup de temps pour en fabriquer, mais pourquoi il y a déjà des structures existantes qui fabriquent déjà, ne fût-ce qu'augmenter la production pour que nous soyons servis. L'autre étape essentielle du périple du président de la République, c'est la COP26, la conférence internationale sur le climat. Et là-dessus, la RDC s'aligne comme étant pays solution dans la lutte contre le changement climatique. Et il faut le souligner également, c'est pour la première fois que le pays de Lumumba soit représenté au plus haut niveau dans cette session de la COP du 1er. Jusqu'à ce jour, nous sommes à la 26e session. Et voilà les détracteurs qui disent que les chefs d'État ils voyagent beaucoup. Ça, sur le plan international, s'il ne voyageait pas beaucoup, qu'il s'était camponné à rester chez lui, dormir et se réveiller, on n'aurait pas parlé des Congo pays solution. Mais une certaine opinion pense que la moisson est maigre. 500 millions de dollars dans le cadre du GAFI avec la Grande-Bretagne étalé sur 10 ans, ça ne représente pas grand-chose par rapport au rôle joué par nos forêts. Ça, c'est le début. Il y a 1,5 milliard qu'on n'a jamais disponibilisé parce que les États africains se plaignent toujours. Non. Comment on pouvait disponibiliser dans un environnement où il y avait un désordre, comme ça a été à l'époque de M. Kabila, où c'était de la jungle, où on ne savait pas qui fait quoi? C'est tout à fait normal que les investisseurs puissent se poser la question. Maintenant, ils ont affaire à un président intègre, qui a la parole, qui a la transparence, qui est crédible. Et puis, il faut se dire à cette époque-là, c'était normal qu'on parle de la jungle. Il n'y avait pas d'état de droit. Aujourd'hui, il y a un état de droit. Ça renforçait la crédibilité de notre pays par rapport à la communauté internationale. Crédibilité, oui. Je reviens sur ma question. Une certaine opinion pense que les 500 millions ne représentent pas grand-chose.
au regard du rôle joué par la République démocratique du Congo? Il n'y a pas que la Grande-Bretagne. Ça, c'est la part de Grande-Bretagne. Mais il y a d'autres pays, des grandes puissances économiques, industrialisées, qui sont disposés, notamment la Suède, notamment tous les pays nordiques, qui sont disposés à venir. Loin de là. Je viens d'apprendre aujourd'hui qu'il y a une délégation des parlementaires belges qui est arrivée ici au Congo pour venir demander d'investir ici. Explorer les opportunités d'investissement, parce que les parlementaires ne sont pas des investisseurs. Dites-moi, est-ce qu'à l'époque, vous avez vu les gens courtiser M. Kabila pour venir investir ici? Dites-moi, si ce n'est que des investisseurs mafiosi, comme on les a trouvés exploitant des minéraux en toute illégalité. Mais ça fait près de 3 ans que le président de la République est au sommet, à la magistrature suprême. Quel est cet investisseur qui serait déjà en République démocratique du Congo? Un seul ou deux? Ah. Tous les accords sont déjà signés. D'ici peu, vous parlez de 3 ans. Non, ce n'est pas 3 ans, c'est 6 mois. 6 mois, c'est-à-dire? Ah oui. Les 2 premières années et demie, quand l'IDPS était en coalition avec FCC, qu'est-ce que nous avons vu? FCC mettait les bâtons dans les roues. Je vous donne un exemple tout à fait tangible. Les premiers voyages du président de la République aux Émirats Arabes Unis, où il était invité par les autorités de là, ils arrivent. Ce voyage-là a été un fiasco. Pourquoi il a été un fiasco? Puisqu'il est suivi, a été manifestement abandonné par l'ancien Premier ministre Ilunga Kamba, qui obéissait à l'œil ou au doigt de sa famille politique, qui sabotait toutes les entreprises que le président de la République faisait. L'alliance FCC-K se rompu, rien n'a changé, les choses n'évoluent pas assez. Laissez-moi vous dire, pendant les 2 ans là, le pays était amorphe, il n'y avait rien. C'est ainsi que le président a rompu ses Y a-t-il un changement aujourd'hui? Il y a un changement. Je vais vous montrer des choses objectives. Prenons du point de vue recettes des finances. Pendant les 2 ans et demi, quelles sont les recettes dans notre pays? Combien ils étaient? Mais on ne ressent pas ça du point de vue social. Non, je vous donne un exemple. 6 mois après, on a mis FCC dehors. Le président a mis en place l'Union sacrée. Il y a 6 mois, les recettes financières fluctuent entre 400 millions de dollars et 900 millions de dollars par an. Ce que nous n'avons pas fait avec FCC pendant 2 ans et demi. Mais quel impact sur le quotidien du Congolais lambda? Voilà. C'est ça la grande question. Mais je ne vous comprends pas, monsieur. Les paniers de la ménagère. Les paniers de la ménagère. Ok. Vous allez trop vite dans les besoins. Dans 6 mois, que l'économie est en train de rehausser, dans 6 mois, où les recettes sont en train d'exploser, vous posez la question, quel est l'impact sur les paniers de la ménagère? Ok. Vous êtes toujours au niveau des chiffres? Oui. C'est du déjà entendu, c'est du déjà vu pour les Congolais. Ok. Mais je vous dis, le président de la République, avec son nouveau gouvernement, peuvent sembler être lents, mais ils vont sûrement. D'ici l'année prochaine, ça va se ressentir dans les paniers de la ménagère. Ça, je vous garantis. Jean-Pierre Kankou, vous êtes un acteur politique également. Parlez-nous un peu de l'histoire de votre parti qui est allié à l'UDPS, créé il n'y a pas longtemps. Est-ce pour besoin de la cause? Le parti a vu le jour rien que pour soutenir l'UDPS qui était déjà au pouvoir, de l'opportunisme politique, ou bien c'est en termes de conviction personnelle? Ok, mais alors vous me poussez à vous dire des choses. Laissez-moi alors une fois pour toutes
vous dire ce que c'est le mouvement debout congolais. Voilà. Le mouvement debout congolais, en cycle MDC, est un parti indépendant, autonome, qui a été créé en 2012, mais malheureusement, qui a eu son agrément en 2017. Okay. Bien avant l'arrivée de l'UDPS au pouvoir. Bien avant que l'UDPS n'ait le pouvoir. Et en 2017, vous étiez déjà allié de l'UDPS. Nous étions déjà alliés, je vais y arriver. Nous étions déjà alliés de l'UDPS. Le parti Mouvement debout congolais est parmi les premiers alliés de l'UDPS. Mais avec une spécificité, il est l'héritier et le protecteur du testament, le peuple d'abord. D'Étienne Tshisekedi, heureuse mémoire. Heureuse mémoire. Et cette alliance a été scellée en 2014 ou 2015. À l'époque, le mouvement debout congolais, les membres du mouvement debout congolais ont payé un lourd tribut. Un lourd tribut puisqu'ils ont eu le courage de se mettre debout, de réclamer que l'état des droits soit respecté, soit restauré à l'issue des élections 2011. Que l'impérium soit restitué à qui des droits. Et le mouvement debout congolais, et ces membres que nous sommes, nous avons payé un prix lourd. Nous avons été arrêtés, nous avons été maltraités, nous avons risqué notre vie. Et même nos familles jusqu'à aujourd'hui ont payé un tribut lourd. Arrêté qui était derrière le barreau? C'est qui? Mais ça, c'est de l'histoire passée. Et je vous dis, nous avons risqué nos propres vies. Nous avons été maltraités. Nous avons été tabassés. Il ne restait que perdre la vie. Heureusement, Dieu en avait décidé autrement. Jean-Pierre Kankou a vécu plus à Bruxelles, maltraité, c'est quand même étonnant. Oui. Pour un Congolais de la diaspora. L'histoire est là. Qui a mené une lutte en dehors du pays. Non. De temps en temps, je vous dis que nous venions ici. Je venais ici, même si je ne résidais pas ici. C'est à cette époque-là que nous avons été arrêtés, tabassés, maltraités. Nous en avons encore des cicatrices d'une baïonnette enfoncée dans le flanc. Mais Dieu en avait décidé autrement. Donc, le mouvement debout congolais n'a pas scellé l'alliance avec l'UDPS puisque l'UDPS a eu le pouvoir. Non, loin de là. Puisque je vous dis que notre alliance a été scellée en 2014. Et il y a des témoins à cela. Il y a 3 témoins. À l'époque, je ne me souviens pas qui est-ce qui était secrétaire général à l'UDPS, mais il y a 3 personnes qui étaient témoins. Il y a M. Jean-Baptiste Moulumba, qui était l'argentier de l'UDPS, qui est déjà mort, paix en son âme. Il y a M. Jean-Baptiste Mwampata, qui est de l'UDPS, qui est encore vivant. Il y a M. Jean-Marie Mboyi Mukandi, qui sont témoins de cette alliance qui a été scellée entre l'UDPS et le mouvement debout congolais. Si vous allez dans les archives de l'UDPS, vous trouverez des écrits. C'est une conviction politique pour vous d'être allié à l'UDPS, et vous êtes automatiquement membre de la social-démocratie. Oui, certainement. Les MDC, est-ce un parti ou encore une formation politique à portée nationale, ou c'est seulement à Kinshasa que vous existez? Loin de là. Bien que nous soyons nouveau-nés dans la sphère politique, nous ne sommes pas seulement implantés à Kinshasa. Si vous allez au Congo central, nous avons déjà une représentation là-bas. Si vous allez dans les grands Bandundu, quand je parle des grands Bandundu, c'est les 3 provinces nouvelles des Bandundu, nous sommes là. Si vous allez à Lubumbashi, les 3 provinces de Lubumbashi, nous sommes là. Si vous allez au Kasaï occidental, les 2 provinces de Kasaï occidental, à Tikapa, à Kananga, nous sommes déjà là. Si vous allez en Bujumaï, la seule province où nous ne sommes pas encore bien implantés, c'est les Kisangani, le Haut-Zaïre, à l'époque on appelait le Haut-Congo, Kisangani. La province orientale. La province orientale dans son ensemble. Configuration ancienne. Ensemble, voilà, ok. Et le parti a été créé bien avant les élections de 2018.
Du point de vue politique, avez-vous quelques représentants au sein des institutions de la République, notamment le Parlement et autres, parce que c'est là où se mesure également le poids politique d'un parti. Oui, certainement. Quand il y a eu les élections de 2019, nous avions été des Thomas. Nous ne croyions pas que ces élections auraient lieu. Alors nous avions refusé à cette époque de présenter des candidatures. Pendant que l'UDPS était dans la course. Oui, ça voudrait dire que nous sommes autonomes, indépendants. Nous prenons les décisions selon que nous, notre vision. Et l'UDPS, qui était notre allié, lui, est allé aux élections. Et nous ne croyons pas, nous sommes allés aux élections. Puisque vous parlez de la vision, quelle est la vision du MDC? La vision du MDC. En quelques lignes. Un Congo nouveau, un nouvel homme congolais. Qu'est-ce que ça veut dire, un Congo nouveau, un nouvel homme congolais? Nous avons un manifeste qui s'intitule aussi de la sorte, qui est un manifeste pour le développement de la République démocratique du Congo et pour son élévation dans le concert de la nation. Et pour cela, il faut que nous arrivions à nous réapproprier notre destin, à nous affirmer dans le concert de la nation. Et c'est ce que le président de la République est en train de faire maintenant. Et c'est pour cela même que le mouvement debout congolais les soutient. Ni tête ça, nous n'allons pas les soutenir, bien que nous soyons des alliés. Et comment entrevoyez-vous l'avenir du pays avec Félix Tshisekedi? Moi, je pense l'avenir en rose. Le début est très difficile, mais il a déjà pris un bon départ. C'était difficile, oui. Maintenant, je pense qu'il a pris un bon départ. Nous sommes derrière lui. Il vous avait dit qu'il va déboulonner la Kabylie. OK? Aujourd'hui, nous sommes avec FCC. Ils s'entretuent entre eux. Il va sûrement, mais lentement, mais sûrement, il arrivera au port. On a comme l'impression que le combat est plus politique et social. Et les alliés de l'UDPS et l'UDPS elle-même seraient plus du côté politique que du côté social, où on a abandonné les citoyens à son triste sort. Non, vous n'allez pas faire du social sans la politique. La politique est la pierre angulaire. Donc, si vous avez maîtrisé la politique, vous pouvez mettre en place votre projet de société dans les secteurs économiques, dans les secteurs sociaux, dans les secteurs santé publique. Donc, tout dépend de la politique. Merci beaucoup Jean-Pierre Kankou d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président national du mouvement debout congolais, une formation politique alliée à l'UDPS, et nous vous disons encore merci d'avoir accepté notre invitation dans question d'actualité de ce soir. Chers téléspectateurs, vous étiez nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre. Nous vous disons également merci. Bonsoir chez vous et à bientôt.